Bonjour à tous, dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous présenter le chapitre qui porte sur la cohésion de la matière à l'état solide. En termes de compétences attendues, vous devez savoir interpréter la cohésion des solides ioniques et moléculaires, et vous devez aussi savoir réaliser et interpréter des expériences simples d'électrisation. Cette image montre du métal en fusion dans une fonderie. Les températures de fusion sont très différentes selon les solides. Elles dépendent des forces de cohésion entre les entités microscopiques. On peut donc se poser la question, quelles interactions assurent la cohésion de la matière à l'état solide? Nous allons dans un premier temps établir la cohésion des solides ioniques. Premièrement, l'électrisation par frottement, que nous avons déjà eu l'occasion de voir. Là, ici sur la photo, vous voyez qu'il y a une règle en plastique qui a été frottée avec de la laine et qui, dans ce cas-ci, attire des petits morceaux de papier. Ce phénomène est ce que l'on appelle le phénomène d'électrisation. Lors de l'électrisation, un corps se charge électriquement. Certains matériaux sont électrisés par frottement ou par contact. Dans un solide, seuls les électrons peuvent se déplacer. À aucun moment, les atomes ou les molécules qui constituent le solide ne peuvent se déplacer. Ce phénomène est alors interprété comme un transfert d'électrons d'un corps à l'autre. Le corps électrisé porte une charge globale positive s'il présente un défaut d'électrons ou négative dans le cas d'un excès d'électrons. La charge électrique Q portée par un corps électrisé s'exprime en coulombs et c'est un multiple de la charge élémentaire E. En 1785, Charles Coulomb établissait la loi des interactions électrostatiques. Deux corps ponctuels A et B, séparés d'une distance d et portant des charges électriques QA et QB, exercent l'un sur l'autre des forces F de A sur B et F de B sur A, telles que le vecteur force B sur A soit égal à moins le vecteur force A sur B. Ces deux forces ont la même direction, qui correspond à celle de la droite AB, qui passe par le centre de l'objet A et le centre du corps B. Elles sont respectivement appliquées en A et en B. Elles sont répulsives si les charges sont de même signe et sont attractives si les charges ont des signes opposés. Elles ont la même valeur F, telle que F est égal à K fois la valeur absolue du produit QA-QB divisé par D au carré. K étant la constante diélectrique, qui vaut 9,0 fois 10 puissance 9 newton mètre carré coulomb -2 dans l'air. F est exprimé en newton, QA et QB les charges en coulomb comme nous l'avons vu précédemment, et D la distance en mètres. L'intensité de cette force diminue fortement lorsque la distance entre les corps chargés augmente. Les particules chargées sont capables de s'organiser pour former ce que l'on appelle un solide ionique. Alors qu'est-ce qu'un solide ionique? Un solide ionique, ici représenté sous une forme très simplifiée, est appelé également cristal ionique et est constitué d'un empilement compact régulier d'anions et de cations assimilés à des sphères dures et régulièrement disposées dans l'espace. Donc un solide ionique est forcément électriquement neutre. La formule d'un solide ou cristal ionique, appelée formule statistique, comporte le nombre minimal de cations et d'anions permettant la neutralité électrique. Elle commence toujours par la formule du cation. On peut prendre l'exemple du chlorure de sodium, dont la formule statistique sera NaCl, Na étant donc le cation, Na+, et Cl, l'ion négatif, donc l'anion Cl-. Dans un cristal ionique, chaque ion s'entoure d'ions de signe opposé. L'interaction électrostatique, qui doit donc respecter la loi de Coulomb, existant entre les ions de charge contraire, assure la cohésion du solide ionique. On parle de liaison ionique. Prenons l'exemple du chlorure de sodium. Comme l'ion sodium Na+, porte une charge positive et l'ion chlorure Cl- une charge négative, le cristal de chlorure de sodium comporte autant d'ions sodium que d'ions chlorure. On le note donc NaCl.
en formule statistique. Dans le cristal de chlorure de sodium, un cation Na+, attire les ions Cl- qui l'entourent. Inversement, un anion Cl- n'est entouré que de cations Na+. En fait, on se rend compte que le chlorure de sodium, dans son motif le plus élémentaire, occupe un minimum d'espace sous la forme d'un cube. Les anions Cl- occupent les sommets de ce cube et sur chaque face de ce cube, au centre, on retrouve un anion également Cl-. Les cations, quant à eux, occupent le milieu de chacune des arêtes du cube et on retrouve au centre de ce cube un dernier cation. Ce qui fait qu'on a à chaque fois un cation qui est entouré d'anions et un anion qui est entouré de cations. Et pour terminer l'explication, ces deux représentations de modèles ioniques, solides ioniques, sont identiques. Celui de gauche correspond à ce qu'on appelle un modèle compact. En fait, les petites boules sont proches de la réalité puisque vous avez chacune des petites boules, ici cations et anions, qui sont collés les uns aux autres avec un espace très restreint. Alors que dans le deuxième modèle, qu'on appelle le modèle éclaté, vous voyez que les cations et les anions sont à une distance assez élevée l'un de l'autre. Bon, c'est intéressant pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur et visualiser ce qui se passe à l'intérieur et de part et d'autre des faces. Avant de pouvoir aborder la cohésion des molécules, il faut d'abord étudier la polarité des molécules. Et nous allons commencer par expliquer la notion d'électronégativité. Lorsque deux atomes sont liés par une liaison covalente, certains atomes ont plus ou moins tendance à attirer les électrons de la liaison covalente à eux. Par exemple, ici, je vous ai représenté un atome O lié à un atome D par une liaison covalente en noir, et ici, en rouge, je vous ai représenté les deux électrons qui correspondent à la liaison covalente. Ces électrons vont pouvoir bouger soit vers l'atome O, soit vers l'atome B, en fonction de l'électronégativité, c'est-à-dire de l'attirance de l'atome O ou de l'atome B pour les électrons. Ici, par exemple, on va prendre l'exemple que c'est l'atome O qui a tendance à attirer vers lui les électrons. Donc, il y a à ce moment-là un déplacement des électrons de la liaison covalente vers l'atome A. Et on se rend compte que forcément, du coup, l'atome A va avoir plus de charge électronégative que l'atome B. L'atome B aura un peu moins d'électrons, lui, présents autour de lui. Et on aura donc à ce moment-là ce qu'on appelle une délocalisation des charges, avec l'apparition de petites charges négatives sur l'atome A et de petites charges positives sur l'atome B. On dit ainsi qu'un atome A est plus électronégatif qu'un atome B s'il a tendance à attirer vers lui les électrons de la liaison covalente qu'il associe à l'atome B. Plus l'électronégativité d'un atome est élevée, plus celui-ci attire à lui les électrons. L'électronégativité des atomes évolue selon la position des éléments chimiques dans la classification périodique. Elle augmente ainsi de gauche à droite dans une ligne ou période, et elle augmente de bas en haut dans une colonne ou famille. Ainsi, une liaison entre deux atomes A et B est polarisée si ces deux atomes ont des électronégativités différentes. On dit dans ce cas que la liaison est une liaison polaire. Les électrons ne sont alors pas répartis de manière symétrique entre les deux atomes. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec mes atomes A et B, les électrons sont attirés par l'atome A qui est plus électronégatif. L'atome A va alors porter un excès de charge négative qu'on va noter delta-. Attention, c'est un delta minuscule. L'atome B va donc avoir un excès de charge positive qu'il va porter et qui sera noté delta plus avec le delta minuscule. Une liaison covalente constituée de deux atomes identiques est apolaire, c'est-à-dire non polaire. Le doublet d'électrons est alors équitablement réparti. Dans cet exemple ici ci-dessous, on voit que
la liaison covalente est répartie entre deux atomes A identiques, donc le doublet d'électrons ici n'est pas plus attiré par l'atome de gauche que par l'atome de droite, donc il va rester centré, et dans ces cas-là, bien évidemment, il n'y a pas de dissymétrie dans la répartition de charge, et à ce moment-là, on dit que la liaison covalente est apolaire. Voilà deux exemples concrets. Le dichlore, Cl2, on voit ici les deux atomes, la liaison covalente entre les deux atomes et une répartition ici des électrons sous une forme qui ressemble plus à la réalité. Ici à droite, je vous ai donc représenté la forme dans laquelle vous devez connaître avec la liaison covalente, les chlores et les deux électrons de la liaison covalente. Ici, bien évidemment, comme ce sont deux atomes identiques, eh bien, il n'y a pas de dissymétrie de charge, et donc forcément la liaison sera apolaire. Un autre cas, l'acide chlorhydrique, HCl, avec ici l'atome d'hydrogène, de ce côté-ci l'atome de chlore, représenté à droite de la même manière, HCl, avec la liaison covalente. On se rend compte que le chlore est un atome très électronégatif. Il va avoir tendance à attirer vers lui les électrons. Ici, vous voyez que la répartition des électrons est plus dense autour de l'atome de chlore qu'autour de l'atome d'hydrogène. Donc ça veut dire que globalement, on va se retrouver ici avec un excès de charge négative et de l'autre côté, un excès de charge positive, ce que l'on va représenter par un delta plus au-dessus de l'hydrogène et un delta moins pour le chlore. La liaison covalente, dans ce cas-ci, est donc bien polaire. Les charges delta plus et delta moins sont des fractions de la charge élémentaire E. Et il est possible également de représenter donc cette répartition particulière des électrons par ce que l'on appelle un moment dipolaire, c'est-à-dire un petit vecteur, une flèche qui va être par exemple ici représentée sur la liaison covalente et qui va être orientée du delta- vers le delta+. Voyons maintenant la cohésion des solides moléculaires. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un solide moléculaire? Cette photo permet de montrer un solide moléculaire que vous connaissez bien, qui est la glace, obtenue à partir de l'eau à une température au minimum égale à 0 degré Celsius. Si l'on étudie l'organisation des molécules d'eau, on s'aperçoit, grâce à la photo ici présentée sur la droite, que ces molécules d'eau ont une organisation bien particulière entre elles pour se figer dans un état solide, pour former ce que l'on appelle un solide moléculaire. Un solide ou cristal moléculaire est constitué de molécules régulièrement disposées dans l'espace, comme on le voit sur la photographie. La cohésion des solides moléculaires est assurée par deux types d'interactions intermoléculaires. Les interactions dites de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. L'énergie mise en jeu dans ces interactions est très inférieure à celle rencontrée dans les cristaux ioniques. La cohésion des solides moléculaires est beaucoup moins forte que celle des cristaux ioniques. C'est la raison pour laquelle les températures de fusion des solides moléculaires sont nettement inférieures à celles des composés ioniques. Par exemple, sous la pression atmosphérique, l'eau fond à 0 degré Celsius, le diode fond à 113 degrés Celsius. Ce sont des solides moléculaires. Par contre, dans le cas des solides ioniques, le chlorure de sodium lui va fondre à 801 degrés Celsius, alors que le fluorure de calcium fond à une température de 1360 degrés Celsius. Vous apercevez maintenant l'intérêt de ces interactions. Nous allons maintenant voir rapidement les notions d'interaction de Van der Waals et enfin, pour terminer, celle de liaison hydrogène. Alors commençons par les interactions de Van der Waals. Ces interactions existent entre les molécules non chargées pour assurer la cohésion des solides moléculaires. Pour illustrer ces interactions de Van der Waals, j'ai représenté ici deux molécules qui vont s'attirer l'une vers l'autre, par exemple, et avoir des interactions ici représentées par ces flèches. Vous voyez que du coup elles se rapprochent, mais en même temps elles se tiennent à une certaine distance. Mais ces interactions leur permettent donc d'être proches l'une de l'autre et de se maintenir dans un environnement très proche l'une de l'autre. Ces interactions sont d'autant plus importantes que les molécules sont volumineuses. Elles sont de nature électrostatique et se manifestent à courte distance.
les valeurs des forces sont beaucoup plus faibles que celles des interactions électrostatiques qui s'exercent entre les ions dans un solide ionique. Nous allons terminer par la liaison hydrogène. La température de fusion de l'eau est élevée par rapport à celle des autres composés de formules qui ressemblent à celle de l'eau, comme H2X, où X est un élément appartenant à la même colonne que l'oxygène, par exemple. En fait, il existe des fortes interactions entre les molécules d'eau dont les valeurs sont plus fortes que celles des fortes interactions de Van der Waals. Et ces interactions sont tout simplement modélisées par des liaisons appelées liaisons hydrogènes. Ces liaisons hydrogènes, ici, sont représentées par des pointillés entre un atome d'oxygène et ici un atome d'hydrogène. D'accord ? Une liaison hydrogène va s'établir entre un atome d'hydrogène lié de manière covalente à un autre atome A qui est très électronégatif. Par exemple, ça peut être du fluor, de l'oxygène, de l'azote ou du chlore. Et un autre atome, B ici, qui sera constitué de fluor, d'oxygène, d'azote ou de chlore. L'interaction assurée par une liaison hydrogène est plus intense que les interactions de Van der Waals, mais beaucoup moins intense qu'une liaison covalente. Le chapitre est désormais terminé. N'oubliez pas de venir avec vos questions en cours.